Donc j'ai mis au tableau, pour clarifier les choses, j'ai mis au tableau le schéma de la pensée antique sur la matière. Donc il y a les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et voilà. Ok. Et pour les anciens, ce sont les éléments à partir desquels ils pensaient que toute la matière, tout ce qu'ils voyaient, tous les étangs, si vous voulez, étaient composés par un mélange de ces 4 éléments. À l'intérieur du grand carré, j'ai mis un petit carré. Alors, vous appelez ça le macrocosme. Comme l'homme est aussi composé de ces 4 éléments, il est un microcosme, n'est-ce pas? Il reflète, il est inscrit dans le monde, donc il y a équivalence. Vous avez ici déjà l'idée d'une totalité, vous voyez. Le microcosme, si vous voulez, est comme un miroir du cosmos, du macrocosme, et le macrocosme, on peut le lire aujourd'hui, en fait, comme une projection humaine du microcosme. De toute façon, l'idée qu'il faut retenir de ce schéma, c'est qu'il y a une fusion, une intégration, si vous voulez, entre guillemets, une écologie de la place de l'homme dans la nature, puisqu'il se compose des mêmes éléments que la nature elle-même. Et puis, il y a une division dont les érudits parlent peu, c'est que c'est une division sexuelle. Donc l'air et le feu sont masculins, et la terre et l'eau sont féminins. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont projeté dans le cosmos la sexualité humaine. De toute façon, l'image, la puissance de l'image qui ressort de cette conception, c'est celle d'une fusion. L'homme n'est pas séparé de la nature. Alors, ça, c'est un premier élément que vous retrouvez chez Édouard Glissant quand comme il le dit, il se livre à l'élémentaire. Et quand il titre l'anthologie du tout monde, la terre, le feu, l'eau et les vents. C'est exactement ce que lui avait indiqué Bachelard très tôt. C'est le macrocosme antique, n'est-ce pas? Il y a un autre angle dont il faut parler, c'est que jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à, disons, Galilée et à la science moderne, le savoir lui-même est aussi intégré, n'est-ce pas? C'est un savoir global, c'est un savoir où tous les éléments se répondent les uns aux autres, et ça c'est aussi assez glissantien. Vous savez que l'enseignement, disons, universitaire ou scolaire était basé sur les 7 arts libéraux. Pourquoi libéraux? C'était les arts accessibles aux hommes libres. On me dirait là, la totalité n'est pas vraiment totale, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau du savoir. Donc, le septennium, 7 arts libéraux avec un trivium, les arts de la lettre, donc, je mets en latin, mais ça se comprend de soi-même. Grammatica, l'art d'écrire correctement, de parler correctement. Rhetorica, la rhétorique, l'art d'écrire d'une façon séduisante et convaincante. Dialectica,
ou après Philosophia, ou même Theologia, l'art de penser correctement, c'est-à-dire de pouvoir décider si une proposition est juste ou fausse. Donc ce sont les arts de la lettre. Et ensuite vous avez le quadrivium, 4, qui sont les arts du nombre. Arithmetica, Géométria, Astronomia, Musica. Alors, pour vous montrer comment ça s'intègre tout ça, je vais prendre juste un exemple. C'est Vénus. Vénus est un nom, grammatica. Vénus peut être employé comme un exemple rhétorique, c'est rhétorica. Vénus est aussi part de la pensée de la divinité, donc c'est dialectica. Arithmetica, Vénus est un nombre dans le nombre des planètes. Géométria, sa position peut être calculée. Astronomia, pas de problème, c'est aussi là qu'elle trouve sa place comme déesse, n'est-ce pas, parce que c'est une astronomie, astrologie, ce que les anciens font, d'ailleurs avec des calculs très sophistiqués. Et puis Musica, qu'est-ce qu'elle fait là, Vénus? Eh bien, elle chante. Pour les anciens, le cosmos, ce sont des sphères de cristal qui se frottent les unes aux autres, c'est une très très belle idée, et qui produisent la musique du monde, n'est-ce pas? Donc Vénus est aussi une note de musique dans cette symphonie du cosmos, d'accord? Alors, simplement par l'exemple de Vénus, vous voyez comment tout est intégré, tout est totalisé d'une certaine manière. Le savoir est uni. Il n'y a pas séparation pour eux entre les savoirs de la lettre et les savoirs du nombre. Vous savez que nous vivons maintenant dans une situation complètement différente, dans le sens où il y a eu la révolution scientifique. C'est pour ça que j'ai dit jusqu'au XVIIe siècle, parce que Galilée arrive. Le projet de Galilée, au départ, était de donner aux arts du nombre, qui étaient plutôt attachés à la construction, aux travaux manuels, à l'architecture, etc., le prestige qu'avaient alors les lettres. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il a eu tellement de succès. D'abord, ça a séparé le cursus. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut dire « je maîtrise ces 4 disciplines ». C'est pas possible d'avoir un homme de la Renaissance aujourd'hui. Vous aurez les scientifiques d'un côté, les gens qui s'occupent des nombres, et les humanistes de l'autre, ceux qui s'occupent de la lettre. Est-ce qu'ils dialoguent ensemble? Très, très, très rarement. Hein. Donc, vous avez là une image d'un savoir total qui est brisé par l'irruption de la science moderne et qui, après ça, suit des routes séparées. Malheureusement, Galilée a tellement réussi que les humanistes n'ont plus aucun prestige, mais les scientifiques, par contre, jouissent d'un prestige immense dans notre société. Alors, pour revenir, donc, à partir du XVIIe siècle, on peut dire la totalité du savoir devient impensable. Pour revenir à Édouard Glissant, il y a des traits qu'on peut tirer de ces remarques qui s'appliquent à lui. Première chose, il a recueilli vers la fin de sa vie 4 pièces de jeunesse dont le titre est « Le monde incréé », n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le monde incréé? C'est le cosmos gréco-romain. Ça ne fait aucun doute. Donc il n'y a pas de créateur, les dieux font partie du cosmos, l'homme aussi, les dieux font partie du macrocosme,
l'homme du microcosme, et vous avez encore là l'idée d'une fusion unitaire qui réunit le monde entier. Le monde incréé, donc, fait allusion à ceci. Il y a dans Sartorius une autre piste que vous pouvez suivre quand il dit « les dieux ont explosé ». Donc, c'est bien ce qui s'est passé à partir du christianisme. Les dieux ont explosé, nous les avons recomposés. Alors, gardez en mémoire ce mot « recomposer ». Composer à nouveau. Composer, c'est poser ensemble, joindre, et le rejoindre une nouvelle fois. Vous aviez une question? Non, je disais, est-ce que vous pouvez ça un petit peu, je ne voyais pas ce qui était marqué derrière. Où? Je ne voyais pas ce qui était marqué derrière. Ah, je fais obstacle à votre savoir. Voilà, je vais m'asseoir. Merci. Donc le savoir devient impossible à penser à l'échelle cosmique comme ils l'ont fait pendant des millénaires avant Galilée. Quelle est la situation de la totalité dans le monde aujourd'hui? Je vais citer Lacan qui dit il n'y a pas de tout. Donc ça c'est une conséquence directe des remarques que je viens de faire. Il n'y a pas de tout avec grand T. Puisqu'il n'y a pas de tout, rien n'est tout. Donc tout est séparé, n'est-ce pas, dans des domaines distincts dont on ne voit pas très bien les liaisons. Enfin, pour la science, c'est facile, parce que là, l'assise mathématique unifie le champ, mais pour les humanités aussi, ou la philosophie, il n'y a pas de pensée qui puisse se permettre de s'affirmer comme total. Donc là, vous voyez encore une fois Édouard Glissant qui brusque les choses et qui lance, par exemple, le concept de tout monde et qui pense d'une façon globale. Même pour la science, c'est impossible d'ailleurs de dire une science globale, c'est chaque fois des domaines bien distincts qui ont leurs règles propres et, bon, ils dialoguent, mais le dialogue est difficile tellement la spécialisation a été possible. Bon, ça c'est sur le plan du savoir. Sur le plan de la politique ou de l'histoire, la totalité a aussi très mauvaise réputation, n'est-ce pas ? Et c'est facile à comprendre. Il y a un soupçon sur la totalité, et ce soupçon est né après Hegel, qui dit le vrai est le tout. Donc chez lui aussi, il y a encore une pensée de la totalité. Ce soupçon est né au XXe siècle à travers la lecture des différents totalitarismes qu'il a produits en abondance, les catastrophes que l'idée ou l'idéologie de la totalité ont déclenché, je vous le rappelle, l'Holocauste, le Goulag, les Khmers rouges, etc., etc. Les exemples abondent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un totalitarisme? C'est que quelqu'un dit « je suis le tout du peuple, je suis le tout de la nation, c'est moi », n'est-ce pas? Et par conséquent, mon peuple aussi, puisque je suis un tout, est le tout de l'humanité, n'est-ce pas? Pour définir grossièrement ce qu'est le totalitarisme. C'est-à-dire que si vous regardez les penseurs, les philosophes aujourd'hui, ils sont très rares à affirmer « oui, nous voulons la totalité ». Il y a un monsieur un peu marginal, mais très intéressant, qui s'appelle Jean Gaudin, qui a écrit une énorme histoire de la totalité en 5 volumes. Ça s'appelle La totalité. Et bon, savoir encyclopédique, je ne sais pas comment il a pu le publier, parce pour un éditeur c'est effrayant, c'est énorme. Mais si vous regardez dans l'index,
vous verrez que Glissant y figure. Il a bien vu que Glissant, donc il dit, il n'y a plus de penseurs globaux. Il y a cependant des exceptions, et parmi ces exceptions, il mentionne Glissant. Vous avez des questions? Bon, alors, si on prend l'œuvre de Glissant, on s'aperçoit que dès le début, dès les premiers essais, le tout est présent. Et je vais vous donner deux citations. Attendez. L'intention poétique. Non, même avant, Soleil de la conscience, 1959. Ce petit essai qui est une relecture de ses premiers poèmes et en même temps les premières étapes de sa réflexion, je dirais pas théorique, mais philosophique, ou sa réflexion dans les essais, et où il y a les perles, n'est-ce pas? Il faut savoir les trouver. C'est de là que vient ce poème auquel j'ai fait allusion, n'est-ce pas, quand il dit « Je me livre à l'élémentaire », et puis vous trouvez les 4 éléments dans le corpus du poème lui-même, c'est dans Soleil de la conscience. Et il dit dans Soleil de la conscience, je cite, « Je devine peut-être qu'il n'y aura plus de culture sans toutes les cultures, plus de civilisation qui puisse être métropole des autres, plus de poètes pour ignorer le mouvement de l'histoire. » Donc, dès les premiers pas dans l'essai, l'idée de totalité est posée. Dans l'intention poétique, consigner la planétarisation de la pensée, c'est donc avouer l'homme dans une inédite situation, en prise avec lui-même, avec sa totalité. Et puis, vers la fin du parcours de la pensée, c'est la notion de tout monde qui émerge. Mais vous voyez que les bases ou les prémices de cette notion, ils sont déjà là très très tôt. Alors, Glissant, il a une histoire du tout qui est restreinte, qui est limitée et qui lui est assez particulière. C'est que, et il a raison d'une certaine manière, il ne prend pas en compte tous les phénomènes que j'ai décrits, mais il dit, il y a 2500 ans, des penseurs de la totalité, n'est-ce pas? Et puis de nouveau, comme toujours, sous sa plume, Socrate arrive, les penseurs de la totalité qui pensaient ensemble le monde, l'homme et la pensée, dans une fusion unitaire, sont écartés et la pensée devient autonome. Elle ne réfléchit plus beaucoup sur le monde, mais elle réfléchit sur elle-même. Hein? Je vous cite un passage assez long des Entretiens de Bâton Rouge, où il dit « La situation dans laquelle nous sommes est la suivante. Nous sommes déjà passés par le concept, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà, à partir de Platon, cette séparation de l'homme et du monde. À mon avis, c'est à partir de l'idée chez Platon que le principe présocratique de la connaissance indissociée a été mis en cause. Platon récuse ainsi 2 principes de la connaissance, le principe indissocié des présocratiques, l'homme et le monde, ensuite le principe fusionnant des sophistes, l'achèvement par le langage. Il met en cause ces 2 modes de relation au monde. Vous voyez combien c'est cohérent tout ça. Et d'ailleurs, c'est correct, c'est juste. Et là, vous avez le mot relation qui émerge. Il met en cause ces 2 modes de relation au monde pour fonder ce qu'il considère comme la vraie relation, qui est la relation idéale, celle du concept. La relation idéale aboutissait forcément au concept qui a séparé l'homme du monde. Tout ça est juste, tout cela est clair, et tout cela éclaire aussi le projet glissantien, qui est
de revenir à ces présocratiques et à ces sophistes, de les faire revenir dans notre monde pour qu'ils, au fond, esquissent les premiers moments d'une poétique fusionnante de la totalité. N'est-ce pas ? Je vous cite, voyons, où est-il ? Héraclite, encore une fois, je ne le retrouve plus, mais une seconde. Bon, Héraclite, j'avais une très bonne citation que je ne retrouve plus, est un penseur de la totalité, bien évidemment. Ah voilà, fragment D10. Bonjour. Héraclite. Et pensez toujours, quand vous lisez Héraclite, à Glissant. Et pensez toujours, quand vous lisez Glissant, à Héraclite et à Hegel. Regardez d'ailleurs le rapport tellement organique que Héraclite entretient avec Hegel et Glissant dans la citation suivante. Joignez ce qui concorde et ce qui discorde. C'est la dialectique, ça. Ce qui est en harmonie et en désaccord, c'est la dispute. Et de la totalité naît l'unité et de l'un le tout. Donc, il y a un moment d'origine édénique, dit génétique d'ailleurs, où l'homme pense le monde et se pense dans le monde, n'est-ce pas, dans une diversité ou une digenèse qui fait harmonie. Je vous rappelle toujours cette citation de Glissant, le dernier moment de la connaissance est une poétique. Alors, le mot connaissance ici a un sens que l'on retrouve chez Claudel, sur lequel Glissant a écrit un bel essai dans l'intention poétique. Et vous vous rappelez peut-être le début de l'art poétique de Claudel, où il dit la connaissance, ça veut dire naître avec. Pas, naître ensemble, c'est intégrer soi et l'autre. Alors, ça vous donne aussi l'endroit ou le territoire ou le lieu où repenser ou recomposer la totalité est possible. Et là, je pense que Glissant voit très très juste en disant attention, il va pas recomposer l'unité du monde à l'antique, il va la faire revenir, mais sous ce qu'elle était déjà 2500 ans avant, c'est-à-dire que la totalité n'est possible, en effet, c'est tout à fait logique, que par une poétique et dans l'imaginaire. N'est-ce pas ? Et là, vous avez cette notion de l'imaginaire chez Glissant qui est centrale pour comprendre où et comment et dans quel champ se développe sa pensée. Il sait très bien que le savoir a été rompu, que l'unité aujourd'hui n'est plus possible. Où va-t-on la mettre ? On ne peut plus la mettre entre les sciences et les lettres. Mais on peut en tirer une poétique où on intègre aussi les sciences, pas ? Mais poétiquement, imaginairement. Donc, vous avez des questions ? Oui. Oui, je me demandais juste d'où est-ce que vous avez tiré cette belle citation, justement, le dernier moment de la connaissance. C'est toujours dans le soleil de la conscience, non ? Je sais où c'est, mais il faut que je regarde dans mon livre. Vous savez, quand j'écris un livre, c'est pour me l'ôter de la tête.
Donc il n'est plus dans ma tête, il est dehors et je ne me rappelle rien. Non, mais c'est bien. Si je dirais lors de la conférence. Oui. J'avais déjà cité, et je crois déjà à ce moment-là, je n'ai pas donné de référence. Mais ça existe. Faites-moi confiance. Et les références ne sont pas dans le livre. Comment? Les Oui. références ne sont pas Oui. Mais je ne peux pas me mettre à feuilleter pendant une demi-heure. Au contraire, Ouais. Non, mais c'est là, vous en faites pas. Alors, donc vous avez, je vous l'avais dit, cette pensée qui présente des paradoxes ou des oxymores, qui dit oui et non à la fois, qui est aussi ce que fait Héraclite d'ailleurs. Pour Glissant, il dit la totalité n'est pas non totalitaire. Comment est-ce qu'il pense ça? Donc là, vous voyez déjà une totalité qui s'oppose à la totalisation politique et idéologique, n'est-ce pas? Totalitaire. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'objet de la politique? Tout simplement de rassembler autour d'un programme ou d'un homme, agréger les hommes sans les distinguer, n'est-ce pas? Et faire partie. Donc, le totalitarisme, c'est, si vous voulez, l'excès ou le sommet de la politique. Mais ça présente quand même pour la pensée de dire totalité et non totalitaire un obstacle à penser ensemble les contraires. C'est la même chose que quand il dit un système non systématique. N'est-ce pas? Alors les gens butent là-dessus et il est facile d'écarter ces paradoxes ou ces oxymores ou même ces tautologies qu'il fait comme des jeux de mots. N'est-ce pas? Alors je vais essayer de vous expliquer comment procéder quand vous tombez sur un énoncé de ce type. Il faut y intégrer le temps et le devenir, n'est-ce pas? On pose la totalité, il se passe un temps, mais elle est non totalitaire. On pose le système, il se passe un temps, mais il n'est pas systématique. Et comment le système ou la totalité ne sont pas non systématiques? Parce que le mouvement de la pensée, c'est le fleuve d'Héraclite, n'est-ce pas, coule toujours et la totalité est perpétuellement remise en cause, n'est-ce pas, puisqu'elle reste ouverte à tout l'imprédictible du futur. Donc elle n'est pas fermée. Donc vous avez au fond deux idées de totalité qu'il faut distinguer. La totalité fermée, on pourrait prendre comme exemple, non seulement des exemples politiques, mais on pourrait prendre comme exemple, encore une fois, Hegel, le savoir absolu, n'est-ce pas? Alors voilà, la totalité fermée. Tout ce qui peut se passer après l'avènement du savoir absolu sera une répétition de quelque chose qui a déjà été pensé et qui est déjà advenu. Donc, le système est clos. Il n'y a plus d'imprévisible, ça se répète à l'infini. Donc, il y a un tout immobile. Le tout de Glissant, le tout monde de Glissant, la totalité de Glissant, c'est un tout mobile. C'est un tout qui reste ouvert à sa propre contestation et qui est préparé à intégrer dans sa totalité ce qui peut advenir. Vous voyez, c'est donc très différent. C'est la dynamique de la pensée même de Glissant qui se trouve exposée là. Je vous donne une citation qui est dans la préface de l'anthologie du Tout Monde. J'ai la référence. Le terre, le feu, l'eau et les vents, page 19. Le tout monde est total. Vous voyez comment sa pensée procède. Il dit, il faut quand même expliquer. Il dit, le tout monde est total, c'est une tautologie, bien entendu. Dans la mesure où nous le rêvons ainsi, donc non dans le domaine d'un réel déjà fermé,
mais dans le domaine d'un futur où le rêve prophétise un autre élément de la totalité qui va s'y intégrer. Dans la mesure où nous le rêvons ainsi tous, nous le rêvons tous ainsi, et sa différence, c'est que son tout est un devenir. N'est-ce pas? Donc, vous voyez comment il faut lire Glissant. Il faut le lire mot à mot, avec lenteur et peser tous les mots. Donc je pense qu'on a, dans cette œuvre, on a une mine extraordinaire, mais qui prendra des siècles à explorer, n'est-ce pas? Si c'est vraiment la grande pensée que je crois qu'elle est, eh bien, il y a beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas? Mon livre, c'est juste une petite esquisse, parfois brouillonne d'ailleurs, de ce qui pourrait être fait comme programme de recherche sur l'œuvre de Glissant. C'est inépuisable. Mais aussi, vous voyez, si vous lisez avec attention, tout à coup ces paradoxes et ces choses que vous compreniez mal deviennent claires et se résolvent. Question ? Bon. Autre citation, dans Traité du tout-monde, bon, alors, il se répète, puis chaque fois il y a des variations, et puis tout à coup vous apercevez un autre angle, et vous dites, ah oui, je peux ajouter ça à cette pensée de la totalité. Une petite citation à la page 22 du Traité du tout-monde, le tout-monde qui est totalisant n'est pas pour nous total. Alors, je connais beaucoup de gens qui lisent ça, qui disent non mais ils délirent. Où est la logique? Ça n'a pas de sens. Oui, ça a du sens, vous venez de le comprendre. Il n'est pas pour nous total. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas simplement fermé sur soi-même. Il est ouvert à accaparer ou à englober tout ce qui peut advenir. Une autre citation, la totalité c'est donc ça c'est Traité du tout-monde, page 192. La totalité n'est pas ce qu'on a dit être, l'universel. Donc ça on a étudié hier. Donc la totalité n'est pas un universel. Et puis là apparaît des mots que je vais commenter demain. C'est pratiquement une définition de la relation. La totalité est la quantité finie et réalisée de l'infini détail du réel, et qui d'être au détail n'est pas totalitaire. Bon, je reviendrai sur le détail, mais si vous voulez, le détail, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un étang, puis un autre étang, puis un autre étang, que la pensée englobe dans son mouvement. Il y a un autre aspect à cette notion de totalité chez Édouard Glissant, c'est que elle échappe à l'universel et au totalitaire en refusant l'idéalisme et l'abstraction. N'est-ce pas? Je viens de vous donner la citation qui donne la clé. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de considérer ça dans son esprit, dans sa petite chambre, comme Pascal se retirant pour penser dans sa chambre. Il s'agit d'envisager le monde tel qu'il est, d'une façon matérielle. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, Hegel, quand il dit le tout est le vrai, on peut renverser le vrai et le tout, il s'abstrait du monde et il se met dans la pure pensée. C'est l'idéalisme allemand. Hein. Pour Glissant, il faut que la totalité soit du monde, du détail, des étangs, des choses qui sont là, et non pas des concepts. Je cite Poétique de la relation. Redisons-le opaquement, l'idée seule de totalité est un obstacle à la totalité. L'idée, il ne s'agit pas de faire une idée de la totalité, mais une totalité réelle.
En somme, la totalité, on peut établir des chaînes de synonymes, à peu près synonymes, dans toute la pensée de Glissant, et on peut, dans ces définitions de la totalité, remplacer le mot totalité par relation, n'est-ce pas? Question. Oui. Je suis pas. J'ai l'impression de voir mais peut-être que c'est parce que je ne comprends pas bien, j'ai l'impression de voir un paradoxe entre le fait que, en disant la connaissance n'est possible que par une poétique, Ouais. imaginaire, et le fait que la totalité ne soit pas conceptuelle. Enfin, je vois pas, ou alors je vois pas le. Oui, c'est en effet une très bonne question. C'est-à-dire que dans la poétique de Glissant, c'est une poétique que j'ai dite matérialiste. Les objets, les roches, les plantes, la nature, les corps, les paysages parlent, n'est-ce pas? Ils ont des voix. Donc à ce moment-là, cette poétique essaie de se mettre en prise directe avec ce qu'on peut appeler le champ du monde, n'est-ce pas? Et non pas détourner l'objet ou s'extraire, n'est-ce pas? L'idéalisme, ou même la science, c'est la distance prise avec l'objet pour l'examiner correctement. Ça n'est pas que ça soit mauvais en soi, bien sûr, mais la poétique de Glissant essaye d'être en prise directe avec les étangs, le monde des détails et tout ce qui est sous nos yeux. Non seulement ceci, mais tout ce qui pourra apparaître dans notre champ de vision au futur. Donc je pense que ça résout votre question qui est tout à fait pertinente, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi une chose qu'on peut remarquer chez Édouard, c'est qu'il y a des mots qui sont tout à fait absents de son vocabulaire, tant critique que romanesque. C'est, par exemple, un mot comme métaphore, n'est-ce pas? C'est un peu le mot chouchou des littéraires, la métaphore. Avec la métaphore, c'est très pratique parce que, à mon sens, c'est une métaphore. Donc, c'est seulement un effet de discours. Donc, au fond, on se lave un peu les mains du réel avec la métaphore. La même chose avec le mot fiction, n'est-ce pas? Ça, presque jamais, ça n'apparaît. Je repense aux entretiens de Bâton Rouge, et à l'époque, moi, je n'étais pas glissantien, pas plus que je ne le suis maintenant, mais je lui disais, voilà, l'État-nation se fait dans la fiction de la chanson de Roland pour la France, n'est-ce pas? Et au départ, les entretiens de Bâton Rouge, c'est un dialogue de sourds, n'est-ce pas? Parce que je lui pose des questions, et puis dans l'enregistrement, il répond toujours « Oui, on peut envisager la question comme ça, mais... » etc. Puis alors, il part dans sa pensée, n'est-ce pas? Et on voit très très bien, très clairement, si on le lit comme ça, que les concepts que j'agite, il n'en veut pas. Et le mot de fiction ne l'intéresse pas. Et pourquoi le mot de fiction ne l'intéresse pas? Non seulement parce qu'il est mal utilisé aujourd'hui, il est devenu équivalent de mensonge, ce qu'il n'était absolument pas dans son étymologie. Fiction, c'est fingerer, c'est faire, c'est fabriquer, n'est-ce pas? Dans la matière ou dans la matière des mots. Et fiction, pour les gens du Moyen-Âge, c'est un mot qui cadre la vérité. C'est la même chose chez Lacan, d'ailleurs, quand il dit la vérité s'avère dans une structure de fiction. La fiction est en rapport avec le vrai. Je vous cite Jean de Salisbury, qui dit « Les mensonges des poètes servent à la vérité ».
Et pour lui, évidemment, c'est la vérité évangélique. Mais vous comprenez que le mot fiction tel qu'il est aujourd'hui utilisé, comme un peu équivalent de délire, mensonge, etc., ou d'une façon technique, ne reflète pas du tout cette pensée de la fiction vraie. Mais pour Édouard Glissant, c'est aussi quelque chose dont il faut se débarrasser. Il ne l'utilise pratiquement jamais. Quand il parle des grands systèmes philosophiques, il ne dit pas des fictions, il dit c'est magistral fantaisie, n'est-ce pas? C'est différent. Et il ne l'utilise jamais justement parce que sa poétique est matérialiste. Elle suppose l'on revienne à un état antérieur de la pensée, vision prophétique du passé, où l'homme, la nature et les mots fusionnaient. Je vais vous donner des exemples tirés de l'œuvre, par exemple, pour appuyer ce que je disais sur l'élémentaire et la recomposition. Poétique de la relation, page 55. L'élémentaire, bon, alors, vous avez toute la charge de cette histoire, des éléments, se recompose absolument. Ça, c'est une poétique, en fait. Et cette poétique, vous pouvez la voir dans l'ouverture de la philosophie de la relation, le chant sacré, le poème premier, le poème primordial. Ce poème primordial a un caractère paradoxal. Il trouve des illustrations chez Glissant après, mais il y a quelque chose d'avant encore, la grotte de Lascaux, par exemple. La grotte de Lascaux, Glissant a eu le privilège de la visiter, et non pas la réplique. Le gouvernement a fait ouvrir la grotte de Lascaux pour Glissant, c'est-à-dire la peinture des premiers hommes. Il a failli avoir un malaise tellement il était ému, et c'est une étape pour lui, c'est une étape de cette figuration préhistorique est une étape après le poème, le chant sacré, qui est le chant du monde, où il parle des roches, de la lave, etc., des volcans, comme autant d'objets poétiques matériels, n'est-ce pas ? Même idée chez Hegel. Si vous regardez l'esthétique, vous voyez qu'il y a un point de départ où il dit, Hegel, en gros, il dit, je pense que c'est dans l'esthétique, il y a un moment premier où l'homme est en entière harmonie avec la nature. C'est assez juste si on considère microcosme et macrocosme. Puis il s'en sépare. Puis, à la fin, avec le savoir absolu, il revient à cette origine qu'il avait perdue. Un mouvement très très similaire à celui d'Édouard Glissant. Et ici apparaît une image qui est aussi chez Héraclite, je pense l'avoir cité, le début de la circonférence du cercle et sa fin coïncident. C'est juste d'ailleurs, vous faites un cercle et vous revenez au point premier. Si vous considérez Hegel, vous vous apercevez que en fait son œuvre est circulaire. C'est une chose très très importante chez lui. C'est-à-dire que à la fin, l'origine se confond avec l'achèvement. Voilà. Comme je vous l'avais dit, quand on a trouvé le savoir absolu, on peut se reposer, le philosophe contemple la nature, il n'y a plus rien à faire ou à dire. Je vous cite Hegel, c'est dans l'esthétique.
Nous sommes en présence d'une première phase unitaire qui n'en comporte aucune différence entre l'âme et le corps, le concept et la réalité, le corporel et le sensible. Le naturel et l'humain ne sont pas uniquement l'expression d'une signification qui en serait distincte, mais les manifestations extérieures elles-mêmes sont considérées comme impliquant la réalité et la présence immédiate de l'absolu. Bon, vous changez que 2 ou 3 termes comme absolu, etc. C'est aussi du glissant, ça. Voilà. Donc, un des effets qu'a eu Glissant pour moi, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une pensée, c'est que je relis les choses d'une manière, sous un angle totalement différent après l'avoir partiellement assimilé. Une grande pensée, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose seulement qui marche bien, où tout est cohérent et où le système est parfaitement, si vous voulez, mis à plat avec cause, conséquences, etc., d'une façon rigoureuse. Une grande pensée, si elle est vraie, elle doit vous modifier. Elle doit vous modifier non seulement dans votre manière de penser, mais aussi dans la vie. Et surtout avec une pensée comme celle de Glissant, qui est une pensée, je crois, hier, on m'a fait remarquer, mais quel rapport avec l'existentialisme? Il y en a un, c'est un existentialisme aussi, très, très clairement. Question? Donc, pour continuer sur le cercle, Raphaël Laureau, qui a fait les archives de Glissant dans ces dernières années, et qui s'est entretenu avec lui, qui a observé, qui a fait d'ailleurs une très très belle thèse sur Édouard Glissant, j'étais membre du jury, fait cette remarque, et il l'a vu dans les manuscrits, n'est-ce pas? Édouard Glissant écrit la première phrase du roman et il écrit la dernière en même temps. Ça, c'est les 2 points du cercle qui sont déjà là. Et le reste du parcours narratif, c'est rejoindre cette origine et cette fin qui se confondent en un cercle. Ça rappelle Hegel, ça rappelle Héraclite. Il y a une différence. C'est que ce cercle glissantien ne se ferme pas dans une perfection, comme il se closait sur le savoir absolu ou la coïncidence de la fin et du début chez Héraclite. C'est une spirale. Vous trouverez ça en toutes lettres. Le cercle se recompose et se développe en spirale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le cercle n'est jamais achevé. Il y a dans le cercle un endroit, une ouverture où il n'est pas complet, et où il est prêt à devenir plus grand. J'avais comparé métaphoriquement cette pensée, je ne sais pas si vous connaissez ces ammonites préhistoriques, ces espèces d'énormes escargots, ou qui commencent tout petits, et puis après, spirale, 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 c'est aussi un mouvement du vivant, maintenant pétrifié, que nous voyons, mais c'était du vivant, et c'est devenu de la roche. Donc là, on peut aussi rêver d'une façon glissantienne à ces objets, et puis ça devient de plus en plus grand. Bon, ces escargots de la préhistoire s'arrêtaient à 2 mètres de circonférence, à peu près. Glissant, ça s'arrête à l'infini. Une citation pour vous faire comprendre cette image du cercle qui se referme et s'ouvre en spirale sur lui-même. Philosophie de la relation, page 32.
tant des mémoires humaines et tant des affûts cosmiques. Pour celui qui aujourd'hui se lève, d'où que ce soit au monde, et pour quelque raison qu'il dise, tout horizon est originel. Tout horizon est originel. Ouvrant une autre région dans une nouvelle totalité. Alors, vous voyez l'effort que j'ai fait, c'est de dire, bon, j'y comprends rien. Tous les livres que j'ai écrits, d'ailleurs, c'est parce que je ne comprenais pas et que je m'expliquais à moi-même mon sujet. Dans le cas de Glissant, c'est exactement la même chose. Comme je vous l'avais dit tout au début de ce séminaire, je rencontre cet homme qui me dit des choses qui me paraissent fascinantes et qui échappent complètement à ma compréhension et que je n'ai jamais entendues. Donc après, c'est fait ce long travail de pouvoir rendre compte de ces énoncés qui m'apparaissaient obscurs, opaques ou illogiques ou incompréhensibles. Mais si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, je vous donne cette citation et vous êtes maintenant dans une nouvelle situation. Je pense que vous avez les éléments pour lire pratiquement tous les mots et comprendre tous les mots de ce que Glissant a écrit là. Enfin, tout horizon est originel. Alors, voilà ce que dit Raphaël Laureau sur le cercle. Édouard disait souvent qu'il écrivait ensemble le premier et le dernier mot de ses livres. Ses archives me l'ont démontré. Certains cahiers manuscrits sont annotés sur leur dernière page avec la même encre et la même écriture que sur la première. Lui-même expliquait d'ailleurs que tout le travail de l'écriture consistait à rejoindre le dernier mot, qui en fait était aussi le premier, c'est-à-dire que tout le travail de l'écriture tentait de retrouver l'intention originelle, du moins de s'en rapprocher. Okay. Et on pense ici à un autre très grand poète français et à son poème sur le temps, Gérard de Nerval. La dernière heure est aussi la première, n'est-ce pas? Ou, disons, la première heure est aussi 1 et 13, si vous voulez. Et l'opération qu'il décrit là, ça ne concerne nullement que l'écriture, pas que l'écriture des romans. C'est aussi le mouvement même de sa pensée, le mouvement de retourner à un monde, pour lui, le monde d'avant Socrate, si vous voulez, et recomposer ce monde et de l'acclimater ou de l'intégrer à la modernité. On pourrait faire ici un détour pour... c'est une question que j'avais posée, à laquelle j'avais mal répondu. Est-ce que Glissant est un moderne? Donc, la modernité, on peut la définir de 1000 façons. On peut la définir, par exemple, comme le font les épistémologues que je vous ai cités hier, Poiré, Kojève, Thomas Kuhn. C'est la modernité qui commence à partir de la science moderne. On peut la définir dans l'anthropologie. Où commence le sujet occidental? Eh bien, dans le judéo-christianisme, avec saint Paul, dans les Galates 3, verset 28. Vous n'êtes plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni maître, ni esclave. Vous êtes tous un, des individus. Vous êtes des atomes. Bon, ça c'est dangereux. Donc vous voyez, toute la structure de la société s'effondre. Il n'y a plus de maîtres et d'esclaves, il n'y a plus de différences sexuelles, il n'y a plus de différences ethniques ou de tribus ou de nations. Donc il y a une atomisation généralisée puisque l'homme maintenant est pris un par un. Ça commence dans la Bible, ça. Les sociétés antiques et la plupart des sociétés contemporaines subordonnent toujours l'individu aux intérêts du bien commun. C'est la première fois dans l'histoire de la pensée ou dans l'anthropologie que saint Paul intervient et qu'il dit « Attention, tous vous êtes un et un et un ». Hommes et femmes d'ailleurs. Alors évidemment, comment ça marche chez saint Paul? C'est tout à fait simple.
vous êtes tous un et en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui va vous rassembler, vous, atomes pris individuellement? Ce sera la foi. Bon, je digresse un peu pour sortir un peu de glissant, mais c'est aussi lié à sa réflexion sur l'identité, cette identité judéo-chrétienne. Vous voyez bien aujourd'hui qu'elle est en pleine crise, je dirais. C'est évident. C'est évident qu'elle est en pleine crise. Pourquoi? Parce que tout le soubassement anthropologique religieux a été effacé. C'est de la laïcité. Est-ce que l'universalisme de la République ou la belle harmonie du communisme peut remplacer la religion? Je ne le pense pas. On voit bien que ce sont des fictions quand même un petit peu plus faibles que celles de Saint Paul. Et ça nous met dans un gros problème. Problème des communautarismes, des identitarismes, du fractionnement des sociétés, où on n'arrive plus à trouver où et comment mettre quelque chose qui rassemble. Facebook, c'est l'exemple parfait. Et vous avez tous les égos du monde qui sont là, qui pensent d'ailleurs bizarrement qu'ils sont tous très très intéressants, n'est-ce pas? J'ai fait des vacances en Martinique, c'était génial, etc. Non, voilà la photo de mon petit chat et tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est l'extrême pointe de l'atomisation individuelle que représente Facebook. Ce qui unit, c'est par derrière, c'est caché, c'est des algorithmes, c'est la technologie que nul de ces individus ne maîtrise, donc ils sont maîtrisés, même s'ils pensent être complètement autonomes, libres et sans détermination. Alors, pour développer ce titre de monde incréé, ces trois belles petites premières pièces qu'il avait écrites, qu'il a publiées plus tard, le monde incréé, c'est quoi? C'est le monde d'avant la création monothéiste. C'est le monde de l'Antiquité, mais recomposé pour notre modernité. Le monde monothéiste, le monde de la création, le monde créé maintenant, est composé de deux parties, dont une seule est un tout. Il y a un Dieu créateur, hors monde, où on peut dire immonde, n'est-ce pas? En deux mots. Le Dieu du judaïsme, le Dieu du christianisme. Et quand vous considérez les choses du point de vue de la totalité, vous voyez bien que il y a une idée de totalité dans l'Antiquité. Les dieux sont dans le monde, même s'ils sont séparés de nous. Ils n'ont pas été créés, ils sont partis du monde. Tandis qu'ici, vous avez un Dieu hors monde. Donc, le monde en soi n'est pas une totalité, puisqu'en dehors, il y a Dieu. Le monde de la création n'est pas le tout, le monde créé. Vous avez des questions? Est-ce que j'ai été clair? J'espère. Pas de questions. Bon. Alors, je vais commencer maintenant le dernier texte que Glissant a produit avant sa mort, qui est titré « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Il a sa place dans le séminaire maintenant, évidemment, à cause du mot « tout ».
cet apophthegme, si vous voulez, il est inscrit sur la tombe même d'Édouard Glissant. Cette tombe que le colloque de la semaine prochaine visitera pour l'honorer. Et il a été... Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette tombe. Chaque fois que je suis en Martinique, je vais m'y recueillir. Elle a été... c'est une dalle décorée par Victor Anisset. Et la citation est une petite plaque de céramique qui a été placée par Sylvie Glissant sur la tombe. Et une fois quand je l'avais visité, il y avait déjà des petits crabes du bord de mer qui sortaient de dessous de la tombe. Tout un chacun aurait crié à l'horreur. Je pense que pour Glissant, ça aurait été la preuve que le vivant continue, n'est-ce pas? C'est de la même manière. Il est allé essayer de retrouver la cabane où il est né, au monde du Bézodin. Vous savez ceci. Or, ce monde s'est effondré. Donc, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus une trace. Donc, c'était un moment pour lui de retour à l'origine, mais l'origine s'était effacée, elle s'était enfouie. Et évidemment, toutes ces images sont en relation avec le début de la philosophie de la relation, l'origine disparue, enfouie profondément dans la terre. Eh bien, c'est ce qui s'est aussi passé avec le lieu de son origine, le lieu de sa naissance. Tristesse chez Édouard, point du tout. Il fait observer à Sylvie, mais regarde, les plantes sont déjà en train de se construire au-dessus de l'effondrement. Le vivant s'affirme de toute façon. Alors, rien n'est vrai, tout est vivant. C'est un texte extrêmement difficile. J'ai commencé, mais c'est juste une esquisse, à esquisser une interprétation à la fin de mon livre. Mais ça n'est qu'un début, c'est encore une fois un texte d'une densité telle qu'il est pratiquement inépuisable. Il faudra le reprendre pendant de nombreuses années jusqu'à pouvoir en faire le tour. Et le tour, à la fin, ne sera pas le tour puisque ça ouvrira d'autres possibilités. Donc ça, quand vous dites ceci, rien n'est vrai. Ça, c'est un peu ennuyeux de commencer comme ça. Vous comprenez pourquoi? Parce que la suite... Est-ce qu'elle est vraie ou non? Ou est-ce qu'on quitte alors le domaine du vrai? En fait, c'est un très vieux paradoxe, logique, qu'il a pensé le premier, chez les Grecs évidemment. Il y avait un philosophe qui s'appelle Épiménide le Crétois. Donc, ce n'est pas un Athénien, encore un penseur archipélique. Il est en Crète. Il n'est pas à Athènes. Épiménide le Crétois dit, tous les Crétois sont des menteurs. Vous voyez, c'est ce qui est connu en logique comme le paradoxe du menteur, n'est-ce pas? Or, c'est exactement ce qui se passe dans cette phrase. Rien n'est vrai, donc tout est vivant. Comment on peut dire si c'est faux ou vrai? Ou alors, est-ce qu'il faut faire encore un pas et dire nous sortons de la logique du vrai pour entrer dans la logique du vivant qui est une chose différente? Et en fait, c'est ça qui se passe. Vous voyez ma méthode à un niveau un peu simplet, mais toujours identique, c'est dire attention, pas un, pas deux. Les choses se transforment. Ce qui fait de la lecture de Glissant et de la pensée de Glissant quelque chose d'infiniment vital et dynamique. Alors, vous pouvez inscrire sous « Rien n'est vrai », c'est une colonne, et on dira qu'on peut y ranger énormément de choses. Le vrai
le discours de la philosophie en tant qu'il se préoccupe du vrai, la psychanalyse aussi, en tant qu'elle elle vise à une vérité des êtres particuliers. Tout discours qui vise l'être, le vrai et le beau, tel que, au fond, Platon définit le discours philosophique. Vous avez chez Platon, à la fin, c'est que l'être, le vrai et le beau se confondent. Ce sont des équivalents. Notez une chose, pour appuyer mon propos, pour cette séparation d'Édouard d'avec l'héritage socratique, c'est que la pensée grecque après Socrate, elle est vraiment abstraite, dans le sens où, vous vous rappelez le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne, nous ne voyons que l'ombre des choses, leur être nous est dérobé. Pour accéder à la vérité des choses, il faut monter dans le ciel des idées. Pour monter dans le ciel des idées, il faut se dépouiller de sa chair. La chair et la matière, elles s'opposent au concept. Okay? Donc, au fond, même avec ces histoires d'homosexualité, de corps dans la philosophie grecque, il ne s'agit pas du tout d'affaires de coucherie. Le maître enseigne aux disciples la manière de se débarrasser peu à peu de son corps, de devenir incorporel pour devenir complètement idéal, n'est-ce pas? À ce moment-là, on peut toucher le vrai et le beau. C'est exactement l'inverse de ce que fait Édouard Glissant. Donc, logique du vivant. Tout est vivant. Tout est vivant, mais il a raison. Il faut quand même étendre le concept de vivant. C'est pas seulement la vie au sens biologique du terme, mais si vous regardez les choses, le changement, disons, au lieu de prendre la biologie comme assise ici, prenons l'idée de changement et de devenir. Mais tout est en devenir. La montagne pelée s'enfonce, d'après ce qu'on m'a dit. C'est juste? Elle pèse. Elle est en devenir. Donc, dans la pensée d'Édouard Glissant, ça c'est la vie. Ça c'est le changement. Hein? Donc, tout est vivant, il faut être à l'écoute des étangs, qu'ils soient animés ou inanimés, qu'ils parlent ou non. Donc la distinction entre vivant et inanimé s'efface, en effet. Les roches changent tout autant que les animaux naissent et périssent, ou l'homme naît et périt. Simplement, le rythme est tout à fait différent. Donc, la lave, pour Édouard Glissant, ça n'est pas de l'inanimé en fusion, c'est quelque chose qui se développe, qui change et qui vit. Voilà. Oui. Et ce qu'il dit là, c'est une pensée qui est propre à certains peuples, et notamment à deux de nos ancêtres natifs amérindiens. Oui. Avaient cette relation au monde, comme beaucoup de peuples ancestraux. Et nos ancêtres venant d'Afrique oui. Avaient cette même relation au monde. Oui. Et si mon souvenir est bon, sauf si je me trompe, même en Europe, à l'époque des Druides, etc., il y avait ce rapport. Donc il se situe vraiment aussi dans cette relation au monde que nous retrouvons encore peut-être moins dans notre génération, mais mes parents, nos grands-parents avaient, je veux dire, une plante. J'ai le souvenir, je ne sais pas pour vous, mais nos grands-parents cueillent un fruit ou cueillent une plante pour faire un thé, ils disent merci. C'est-à-dire que ce que nous avons vu dans le film Avatar, où quand on tue l'animal pour se nourrir, jusqu'à la génération d'avant nous, il y avait encore ce rapport-là. Donc il est vraiment dans ce rapport martiniquais, caribéen, au monde.
Alors, vous avez cité toutes sortes de cultures. Je suis d'accord avec vous. Et simplement, n'oubliez pas d'y ajouter les présocratiques. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, effectivement, le tout est vivant. Ça, c'est exactement ce qu'Héraclite pense, n'est-ce pas? Et donc, il est aussi en accord avec les tribus africaines et vos ancêtres ou vos grands-parents. Il n'y a pas une contradiction, c'est-à-dire que quand je vous entends dire ça, évidemment, je comprends. Ouais. Je comprends où il se situe. Ouais. C'est une évidence, en fait, c'est ce Ouais. que je veux dire. Ouais. Non, mais elle n'est pas vue, elle n'est pas venue. Ces choses ne sont pas venues du ciel des idées, vous comprenez. Si on les suit à la trace, vous mettez le doigt sur une chose très importante, c'est que c'est aussi l'expérience de Martinique qui se traduit non seulement en images, mais en pensée, et qui recompose en fait toute la pensée à partir d'un petit endroit comme ça, mais vraiment repensé à fond, et qui fait un énorme corolle ou un rhizome pour s'étendre à toute chose, n'est-ce pas? Mais que beaucoup refusent, même d'ici. Voilà. Oui. Donc heureusement que lui, il le transforme en philosophie et en pensée. Mais vous savez, je ne sais pas si vous connaissez bien Glissant, mais nous privilégions non seulement la répétition, ça je vous ai montré combien c'était important, mais une poétique du détour, n'est-ce pas? Et la poétique du détour, à mon sens, elle a ses racines dans si je peux dire, dans le fait que en terre martiniquaise, on ne veut pas voir l'origine martiniquaise des idées d'Édouard Glissant, n'est-ce pas? Et on veut... Bon, alors ça c'est un phénomène qui n'est pas du tout seulement martiniquais, il est partout dans le monde, à la suite de l'éclatement de la foi qui faisait l'assise des sujets individuels. On veut revenir à l'identitaire, à la terre, au terroir, etc. Toutes ces choses, au territoire, toutes ces choses que Glissant refuse. Il dit non, il faut ouvrir. Le lieu est incontournable, on ne peut pas en tracer les contours. Le lieu est inextricable. Inextricable. Il faut penser chaque mot. Ça veut dire on ne peut pas l'extraire abstraitement pour l'examiner. Il est là, dans sa matérialité, mais il est en relation. Il doit être mis en relation. Or, je pense que toutes les politiques identitaires, ou même les religieuses, ou politiciennes, n'est-ce pas, aujourd'hui, sont tout à fait à l'opposé de ce qu'a voulu et pensé Glissant, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi un aspect que je voulais souligner. Cette pensée, puisqu'elle n'est pas un système fermé, mais un système ouvert, en fait, dans son processus même, elle est toujours en avant de nous, n'est-ce pas? Elle est toujours dans notre futur. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, et même si c'est négatif, pour finir, vous la rejoignez, n'est-ce pas? Donc, si vous m'avez bien suivi, vous avez vu que, en fait, le devenir, ou si vous voulez, le changement, c'est la clé de beaucoup de choses chez Glissant, mais ça permet aussi d'éclairer ces paradoxes ou ces tautologies qui sont répandues dans toute son œuvre. Prenez toujours les choses, quand vous voyez une opposition, deux temps, n'est-ce pas? Et on peut dire thèse, antithèse, synthèse, qui sera la fusion des deux. Ça correspond aussi au mouvement dialectique. Vous voyez la cohérence extraordinaire de cette pensée. Je vous donne un exemple que je vais développer demain, où là encore, et moi je l'ai publié, et je n'y ai vu que du feu au départ. Je vous ai dit, j'ai publié avec Édouard les entretiens de Bâton Rouge sans en avoir compris une seule ligne, à part les choses que je disais moi-même. Après coup,
quand il est mort, quand je me suis mis à relire tout ça, je me suis aperçu de la grandeur, pas que j'avais faite, c'est lui qui l'a fait, mais que j'avais pu susciter en lui parlant. Il dit, la relation n'a pas de principe de réalité. Elle n'a que des principes de relation. Donc la relation n'est pas quelque chose qui est un principe ou un concept que l'on teste avec des exemples. Ceci dit, il y a plein d'exemples dans l'œuvre même de Glissant, n'est-ce pas? Mais il ne fonctionne pas d'une façon classique comme l'illustration de paradigmes. Donc la relation n'a que des principes de relation, et il ajoute après, ou quelque part ailleurs, la relation n'est pas un principe premier, n'est-ce pas? C'est une immanence qui est toujours là et qui est toujours en devenir. Pourquoi il ne donne pas d'exemple? Il le dit explicitement, pas d'exemple. Parce que l'exemple, ça serait restreindre la relation. Donc c'est quand même, quand vous avez cette notion ou cet outil, c'est délicat à faire fonctionner. Ma conférence mardi, ça sera un exemple de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si c'est juste ou faux, mais le peintre que j'ai choisi pour illustrer le principe de relation, qui est un peintre louisianais, il n'est pas pris là comme un exemple de la pensée d'Édouard Glissant, mais il me semble que si on le regarde correctement, on découvre une parentèle, on peut fusionner ce qu'il fait avec la pensée d'Édouard Glissant. Donc c'est pas un cas particulier qu'on élève au niveau du paradigme. Ce n'est pas le paradigme qui se pose en premier et qui après trouve sa démonstration. Ces deux mouvements, c'est fermer les choses, n'est-ce pas? Et Glissant, quand il dit il n'y a que des principes de relation, il n'y a qu'un seul principe dans la relation, c'est qu'elle est un devenir. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Donc, je vais terminer parce que demain on a pas mal de choses sur le menu. C'est la relation elle-même. Par une remarque de Valerio Adami, le peintre Valerio Adami, que Glissant a connu très très tôt, avec lequel il a vécu en Italie, où Édouard avait inventé un jeu sur la place du village italien où il faisait le tour d'Italie à vélo, n'est-ce pas, en même temps que la radio. Et puis chacun avait son petit coureur, et puis je sais pas, il y avait des systèmes assez compliqués, des règles très 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 obscures, et puis des dés, et puis chacun faisait avancer son petit coureur d'une ville à l'autre, un microcosme. Et Valerio Adami a dit, dans cette causerie à laquelle j'ai assisté à l'Institut du Tout-Monde il y a 4-5 ans, la pensée d'Édouard est une pensée organique. Et c'est tellement juste et tellement vrai que je vous le propose comme peut-être mot de la fin sur rien n'est vrai, tout est évident, tout est vivant. Je vous cite un passage de ce dernier texte qui heureusement a été recueilli et publié et dont vous pouvez voir d'ailleurs soit sur mon site mondefrancophone.com ou dans les archives de l'Institut du Tout-Monde, vous pouvez voir la conférence elle-même. Il dit,
il peut y avoir une poétique qui s'inspire du vrai. Ce serait une poésie mystique. Ou il peut y avoir une poétique qui s'inspire du vivant. Ce serait une poétique comme la mienne, une poétique de la créolisation. Donc vous pesez chaque mot et vous voyez comment les choses s'autodéfinissent et se développent. Donc d'un côté la créolisation qui est le vivant, de l'autre côté la mystique, et ça on peut dire aussi tous les poètes sont en quelque sorte des mystiques. Glissant lui-même est un mystique. Glissant lui-même est un utopiste. Glissant est un prophète aussi. L'opposition entre poétique du vrai, poétique de la créolisation, qui est une poétique du vivant. Donc, vous voyez, si je ne me trompe pas, c'est toujours possible, hein, si je ne me trompe pas, en fait, toute l'œuvre d'Édouard Glissant, c'est une recomposition de l'ensemble de la pensée humaine, de la poétique de l'humanité, de la philosophie de l'humanité depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, mais non seulement jusqu'à aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Et donc, on peut lire dans cette entreprise une ambition véritablement folle, n'est-ce pas? C'est fou d'avoir voulu tenter ça, mais je pense aussi que dans cette folie, tout à coup, on revient à la raison au sens large du terme, puisqu'il donne pas à pas, au fond, les exemples de ce qu'on peut voir dans le monde à partir des principes de la relation, du tout-monde, de la créolisation aussi. Donc, tout monde et relation, je les appelle les maîtres mots. C'est les centres focalisés de la pensée, focalisés et ouverts. Donc, alors j'avais intitulé cette séance Le tout-monde. Je pense que tout est clair, n'est-ce pas? On peut, je pourrais un peu disserter sur le mot monde. J'ai d'abord pensé que c'était mal choisi. Ça sonne bien, mais que puisqu'on était dans l'univers moderne, donc, pour simplifier les choses, Alexandre Coiré, que j'ai déjà cité, a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Du cosmos de l'Antiquité à l'univers infini de la modernité. Enfin, c'est ça l'idée. Donc, l'idée de la sphère première qui est là dans la cosmologie antique, celle de Ptolémée, n'est-ce pas? Et puis, Galilée arrive et dit non, mais il n'y a pas de limite. En plus, il n'y a pas de séparation entre le ciel des idées et la terre ici. Et il y a une continuité des lois physiques qui concernent le microcosme, le macrocosme, l'homme et la terre. Donc, si vous voulez, là, dans ce cas-là, la modernité, c'est la précipitation de tous les êtres humains dans le monde, dans l'anthroposphère scientifique, d'accord? Alors, pour revenir à Édouard, où j'avais posé la question, est-ce qu'il est moderne? Il a donné une définition de la modernité, qui d'ailleurs récuse le postmodernisme et qui récuse pas mal de pensée de la coupure épistémologique. Il dit dans la poétique de la relation, c'est une petite note à la fin, la modernité ne serait-elle pas aujourd'hui la mise en relation de toutes les cultures?
Donc, vous voyez, en fait, il est ambitieux parce qu'il dit, mais la relation, c'est la modernité. Ça n'est pas la science, ça n'est pas ce qu'on peut penser dans d'autres champs comme la modernité. Donc, folle ambition, mais entreprise sublime et magnifique, n'est-ce pas, dont il a préparé les prémices, il a mis en place les prémices, et qui nous laisse ouverts pour tous, n'est-ce pas, des possibilités de croissance du vivant que nous avons en nous, et qui nous laisse aussi la liberté de les poursuivre, puisque il nous demande, on le voit très bien dans sa pensée, il connaît les déterminations dans les champs qu'il a étudiés, il les connaît bien. Il dit, mais attention, mettez-les de côté, mettez de côté la prétention au vrai d'un discours philosophique pour entrer dans la croissance d'une pensée organique qui est vivante. Vous aviez une question? Si rien n'est vrai qui est vivant, est-ce que vivant est l'équivalent de mensonge? Comment? Est-ce que vivant est l'équivalent de mensonge? Oui, alors, bon, c'est bien votre question. Ça veut dire que j'ai mal expliqué. c'est bien votre question, parce qu'effectivement, c'est ça le paradoxe du menteur, n'est-ce pas? Quand Épiménide le Crétois, au IVe siècle, dit « tous les Crétois sont menteurs », vous vous dites, mais comment est-ce que je peux en être sûr puisque c'est un Crétois qui me l'a dit? Hein? Est-ce qu'il a dit vrai ou faux? On ne sait pas. Donc, il se passe la même chose là. Pour répondre à votre question, il se passe exactement la même chose. Alors, vous pouvez résoudre d'une manière différente. Bon, on peut dire c'est un énoncé, puis il y a un énonciateur, et dans les deux cas, c'est pas le même. Donc on peut mettre les deux choses côte à côte, elles se séparent. Non, simplement ce que je voulais dire, donc le premier pas c'est « rien n'est vrai », ça veut dire « échappons aux déterminations qui permettent de calculer la vérité », par exemple en philosophie. Échappons à ce type de discours. Il sait bien qu'il y a des choses qui sont vraies, qui sont fausses, Édouard, n'est-ce pas? Ça c'est évident. Entrons. Alors, vous voyez, c'est là où vous avez raison de dire, mais alors c'est un mensonge, logiquement, dans l'apparence. Mais vous faites un pas en avant, vous entrez dans une pensée, un discours du vivant, qui ne répond plus aux critères du vrai, n'est-ce pas, qui s'attache à l'organicité de la pensée et du monde. Est-ce que j'ai bien expliqué, voyez? Parce qu'effectivement, on peut penser ça, et la forme même de l'expression nous oblige à nous confronter c'est un oxymore, n'est-ce pas? En un de plus. C'est un non et un oui. Comment est-ce qu'on les met ensemble? Bien, on les sépare, on marche, on chemine, la pensée de l'errance, on erre, n'est-ce pas, on avance, et on arrive dans un autre espace, qui est celui-là même où glissant à penser. N'est-ce pas? Et moi, je pense que ce n'est pas un mensonge. Oui. Donc, moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la totalité de glissant n'est pas une totalité occidentale, surtout occidentale? Parce qu'il exclut l'Afrique, elle exclut l'Asie, elle exclut les autres. Non. Non. Alors, pour répondre à votre question, elle n'exclut rien, n'est-ce pas? Dans la définition de la relation, il y a toujours à la fin une petite qualification qui dit « sans aucune exception ». N'est-ce pas? Donc, non, je vous assure, elle n'est pas occidentale du tout. Elle prend peut-être départ mais elle prend départ, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi en Martinique, n'est-ce pas? Pas en marge, mais ailleurs que dans l'Occident. Mais
disons, pour répondre à votre question, l'Occident aujourd'hui se méfie énormément de la totalité. Il n'en veut pas, n'est-ce pas? C'est un peu le mot interdit, en tout cas en philosophie, à cause de ces héritages totalitaires, à cause de cette pensée que nous avons aujourd'hui qui est fractionnée en deux versants scientifiques et humains, n'est-ce pas? Donc ça ne peut pas être une idée occidentale. On peut la qualifier comme idée occidentale seulement par rapport à quelque chose qui s'est passé en Occident il y a très 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 longtemps, il y a 2500 ans, c'est-à-dire les présocratiques. Ce que fait Glissant, c'est la faire revenir dans le présent, et non pas au titre de l'Occident, mais au titre du tout monde. Le tout monde. Prenez les mots au sérieux, parce que s'il les entendait sérieusement, quand il dit tout monde, il n'y a pas d'exclusive aucune. C'est une pensée. Donc, le mouvement de la pensée normale, disons, habituelle, c'est toujours de faire des exclusions. Simplement parce que pour parler, il faut définir un champ précis, puis vous dire, voilà, c'est ça dont je parle, et pas d'autre chose, n'est-ce pas? Chez Édouard, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut prendre en compte le tout du monde, n'est-ce pas? Donc précisément, pas seulement l'Occident. Avec l'Occident, que fait-il? Il dialogue, il entre en dialectique. C'est une thèse, si vous voulez. Il en pose l'antithèse, puis ensuite il en fait la fusion dans une totalité. Vous voyez? Donc il faut faire très très attention. Moi je pense, pour répondre à votre question, ma réponse est absolument pas, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a toutes les preuves ou tous les motifs pour le penser si on lit Glissant attentivement. Oui. Oui. Alors, bon, ça c'est encore une chose que je n'ai pas développée dans mon bouquin, mon Dieu, parmi mille autres, un des exemples que je vous ai donné, c'est que la pensée bouge. Elle bouge d'une proposition à l'autre, elle bouge d'un endroit à l'autre, elle se développe, elle croît, et donc dans ce mouvement, il y a une errance. Pourquoi errance? Parce que le but n'est pas déterminé. Le but n'est pas finalisé. On ne sait pas, on va errer, c'est-à-dire on va bouger, on est en mouvement, mais vers quelle ville ou quel territoire, quel horizon? On pourra dire, à suivre Glissant, tout horizon est originel. Mais ça suppose un immense parcours d'errance où l'on essaye ceci, on essaye cela. Et attention, ça n'est pas du flou. Hein. J'ai essayé de vous montrer que tout ça, c'était pensé d'une façon précise. Il n'y a pas de vague chez Glissant. C'est pour ça qu'il faut peser tous les mots. Donc l'errance, c'est aussi ne pas savoir où la pensée du vivant va s'arrêter, ne pas savoir où elle va aller, et de rester libre par rapport à cette chose un peu effrayante où on va vers l'opacité et vers un futur qui n'est pas déterminé, n'est-ce pas? Alors, ça m'amène d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai répondu de façon satisfaisante à votre question, ça m'amène d'ailleurs à une petite digression sur Glissant utopiste, n'est-ce pas? Ce qui est une dimension, il en parle, évidente de sa pensée. Alors, si vous travaillez dans l'utopie, vous vous apercevez, bon, il y a des exemples qui abondent. Utopie de la cité, la République de Platon, qui bannit les poètes. Utopie de la cité chrétienne, la cité de Dieu de Saint-Augustin. Utopie, c'est d'ailleurs un mot qui veut dire ce qui n'a pas de lieu, ce qui n'est pas encore là. Utopie de Thomas More, n'est-ce pas? Etc., etc.
toutes ces utopies, comparées à celles de Glissant, elles ont un but tout à fait précis, n'est-ce pas? Il s'agit par exemple d'instaurer la société parfaite. Et il remarque à juste titre, ceci à propos du communisme par exemple, faites attention parce que quand vous avez indiqué la finalité, vous êtes en train de préparer des catastrophes d'exclusion, vous êtes en train de préparer une omelette où il faudra casser beaucoup d'œufs, n'est-ce pas? Sans état d'âme et avec beaucoup de cynisme. Mon utopie, dit Glissant, elle n'est pas finaliste, n'est-ce pas? Elle est de voir à chaque moment de l'évolution du monde où la relation va fleurir, où la créolisation va produire des œuvres, sans aucune prédétermination et sans aucune finalité affirmée. C'est vrai d'ailleurs que les utopistes, hormis Glissant, ce sont à mon sens des gens extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une idée fixe et ils sont prêts justement à casser les œufs pour la réaliser. On voit ça très bien. Je dirais, Marx n'a pas eu le temps de passer à l'action, mais avec Lénine, Staline, Mao, Hitler, etc. Ce sont des pensées utopiques, n'est-ce pas? Le communisme est une utopie par excellence. Et Glissant remarque d'ailleurs que ça a fait beaucoup de dégâts. Oui. J'ai juste deux questions à poser. La première, je rebondis sur Je suis encore loin avec ça. Attendez une seconde. Si quelqu'un peut fermer la porte, là, parce que j'attends. Alors, au sujet de Cuba, voilà, la perception de Glissant, voilà, le sujet de Cuba, vous en parlez. Et puis aussi l'esthétique de la Blaise dans le code de Glissant. Voilà. Alors, répétez le premier versant. C'est-à-dire le point de vue de Glissant sur ce qui s'est passé et qui continue à se passer à Cuba. Voilà. Et puis l'esthétique de la Blaise, c'est d'actualité en entière. L'esthétique de quoi? La Blaise, c'est d'actualité, notamment il y a Patricia Donatien qui est oui. Ici, qui vient de sortir un livre sur ce sujet. Ok. Bon, pour Cuba, c'est un peu délicat pour moi. Parce que si vous connaissez un peu la biographie de Glissant, il est allé à Cuba, il a rencontré Che Guevara et Fidel Castro, n'est-ce pas? Et donc, dans un certain sens, comme il n'est pas communiste, n'est-ce pas? Et qui prend distance par rapport aux politiques, il fait un détour, là, il évite. Moi je vois ça d'une façon assez simple, c'est qu'il y a une fascination chez les intellectuels depuis très longtemps pour le communisme, pour la révolution, qui est toujours lié à un anti-américanisme qui était présent chez Glissant d'ailleurs, qui fait prendre des chevaux pour des alouettes. Anti-américanisme ou anticapitalisme? Anti-américanisme et anticapitalisme aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Et donc, en ce sens, pour moi, Glissant, d'un certain côté, épouse en fait les préjugés de l'intelligentsia française, en général, toujours à gauche, n'est-ce pas? D'un autre côté, si vous lisez la fin de la politique de la relation, il y a une très très grande prise de distance par rapport à tous ces totalitarismes communistes qui sont arrivés, n'est-ce pas? Et puis alors, pour ce qui est de l'esthétique glissantienne, en fait, ma conférence mardi matin, elle sera entièrement consacrée à cette question de l'esthétique, n'est-ce pas?
Et c'est ce qu'il appelle la beauté de la beauté. En gros, il dit, il y a le beau. Et ça, c'est un canon qu'on épouse et qu'on reproduit. Donc, c'est une règle, une détermination. Mais la beauté, c'est autre chose. C'est une intuition des relations ou de ce qu'il appelle les liaisons magnétiques. N'est-ce pas ? Vous savez qu'il a publié un très beau petit livre avec l'aide de Sylvie. Il ne pouvait à la fin de sa vie plus se déplacer. Et il a envoyé Sylvie, comme ses yeux et ses oreilles, à l'île de Pâques. N'est-ce pas ? Et parce que, là encore, un moment premier de l'art, etc., pour examiner les statues, n'est-ce pas ? Et il en a tiré un très beau texte poétique. Donc, l'esthétique de Glissant, c'est une esthétique des liaisons magnétiques, c'est-à-dire de la relation entre un lieu et un autre, où une beauté et une autre, c'est toujours en dialogue, n'est-ce pas, et en ouverture. Ça ne suppose, encore une fois, comme quand il pratique la littérature, aucun canon. J'ai dit, il y a un canon glissantien. Il est représenté par l'anthologie du tout-monde, les auteurs qu'il aime, n'est-ce pas ? Mais c'est un canon non classique parce que ce ne sont pas des auteurs sacrés dont il faut imiter les procédures, l'écriture, etc. Pour l'esthétique, c'est exactement la même chose. Il y aura un canon glissantien, mais ce ne sera pas un canon de règles et de détermination, n'est-ce pas ? Comme d'ailleurs il refuse, par exemple, les déterminations aussi de la rhétorique. Ça, c'est tout à fait évident dans son... Donc c'est un canon vivant. Voilà. Le canon, très, très, très bon mot. Le canon non immobile, le canon organique qui se développe et qui est en devenir. Voilà. Excellente définition. Alors, je vous remercie pour tout les codes que vous mieux comprendre le Glissant, mais au fil de votre discours, je constate les éléments que vous apportez nous prouvent que Glissant est vivant en chacun de nous ici. Ouais. Voilà. C'est cette forte impression que j'ai. C'est une très belle pensée. Je la partage entièrement, n'est-ce pas ? C'est que quand j'ai commencé je le raconte dans le livre, ça n'est pas pour faire le malin et faire de la rhétorique. J'ai beaucoup rêvé de lui, n'est-ce pas ? Quand on rêve d'une personne morte qui revient, c'est qu'elle est bien vivante en soi, n'est-ce pas ? Et je pense que si vous commencez à vous laisser habiter par la pensée d'Édouard Glissant, c'est pas facile. Il faut y mettre du sien, ça représente un effort, mais tout à coup, il commence à vivre en vous. C'est tout à fait juste. Au fond, c'est peut-être une très belle conclusion de ce que j'aurais pu dire à la fin demain, n'est-ce pas ? C'est très. Oui, c'est tout à fait. Mais vous m'avez volé mes mots. J'ai une question. Oui. C'est encore mieux, il n'y a pas d'avoir. Non. C'est en partage. On voit que Glissant prend ses distances avec la politique, mais de notre côté, il y a eu cette création du mouvement indépendantiste du mouvement Tiopi, je ne me rappelle plus exactement. Oui. Alors comment expliquer cette... au départ, il a quand même Bien sûr. une idée politique et cette rupture avec le politique après. C'est pas une rupture, c'est une prise de distance. Et vous savez, vous êtes certainement au courant qu'il met la main à la pâte dans la politique encore vers la fin en se joignant à Chamoiseau pour divers manifestes, que vous connaissez probablement. Alors, ce qui frappe dans ces manifestes, c'est que il y a les revendications des Guadeloupéens, etc. Et puis les produits de première nécessité. Alors, on est là dans un légitime, d'ailleurs, revendication matérielle, etc. Essayons d'améliorer notre vie quotidienne.
mais Glissant est toujours là pour dire quel est le produit de première nécessité? La poésie. Ne l'oubliez jamais. Si Chamoiseau avait été en charge seul, je pense que cet aspect aurait disparu. Il y a une interview qu'il a fait qui est visible en vidéo quand il était en Afrique du Nord. Et puis le journaliste pose une question et Édouard dit bon, écoutez, posez-la à Chamoiseau, c'est lui le militant, n'est-ce pas? Donc, il y a une... Pourquoi il a abandonné cette posture militante qu'il a fait dans les années 60 Oui, ah ok, d'accord. Eh bien, bon, je vous donne une réponse un peu schématique et simple, mais je pense que la politique, à un moment donné, pour lui, devient encore une détermination contraignante qui empêche l'affirmation pleine du sens poétique. C'est ça qui s'est passé. Donc, c'est pas du tout un renoncement. Vous voyez, ça serait... Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est une compromission, parce qu'ils auraient aimé que Glissant milite jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je pense qu'il avait bien d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Et que c'est plus précieux que ce qu'il a fait en disant, mais écoutez, le politique, c'est aussi quelque chose dans lequel il faut infuser du poétique. Sinon, ça n'est pas grand-chose. C'est une belle pensée. Ça peut être des critères fatalistes, justement. Comment? Ça peut être des critères fatalistes sous l'aboutissement. Ah non, 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 non. Non, non, pas du tout. Ça veut dire que pour lui, l'action politique a des contraintes et des limites. C'est pour ça que je dis c'est fataliste, puisque il développe, excusez-moi, j'ai pas compris. Ouais. Il développe en fait, il revisite un petit peu la notion de la phénoménologie ouais. Par la mise en relation des états et des vivants, par le mécanisme, ouais, par des mécanismes bien précis, justement. Ouais. Donc, lorsqu'on a cette façon de voir les choses sous les conséquences de la mise en relation, où vous voyez qu'on peut soit avoir des situations toujours répétitives, je ne vois pas comment justement cet individu peut se placer justement dans des combats politiques où il sait pertinemment qu'il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de finalité. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, on peut être fataliste et on peut se dégager très vite ouais. du programme. Oui, dans ça, oui, maintenant je comprends mieux ce que vous voulez dire, mais bon, il y a... Il fait de la prémonition en fait. Ouais. Il fait de la prémonition, c'est-à-dire qu'il prévoit déjà dans la mise en relation des situations futures. Et ça, tout à fait d'accord. Et ça, c'est un secret aidé à... Enfin, j'essaie de le quel résultat pour moi, mais je comprends un petit peu mieux tout ça, lorsqu'il justement, il replace justement, parce qu'il y a une phénoménologie justement dans son contexte culturel, de par sa culture. Parce qu'en fait, on revoit un petit peu justement cette mise en relation par la culture animiste, on revoit par l'oralité aussi, c'est-à-dire de ceux qui est là-dedans. Et derrière, on voit toujours que on retrouve justement dans des situations qui ne permettent pas aux vivants, à l'individu d'évoluer. Oui, d'avancer. Et c'est en fait pour Glissant, c'est tout ce qui compte. C'est ça qu'il faut faire.